La Californie, le Golden State ou l'État doré. Depuis toujours, une terre d'espoir, tournée vers le Pacifique. Un véritable mythe que je rêvais de parcourir depuis longtemps. Voilà près de 30 ans que je parcours les cuisines de France, les miennes et celles des autres. Aujourd'hui, l'envie d'aller ailleurs sonne comme une évidence. Pour explorer d'autres manières de cuisiner, de manger, et derrière tout cela, de nouvelles cultures. They're eating the cats. They're eating the pets. À l'heure où une partie du pays semble se refermer sur elle-même, avec l'élection de Trump pour un second mandat, j'ai décidé de parcourir la Californie. Premier État d'immigration et le plus peuplé des États-Unis. Ici, le rêve américain prend racine entre hypermodernité, glamour et grands espaces. Je me lance dans un road trip à travers la Californie. Depuis San Francisco, en passant par Los Angeles et San Diego, je pars à la rencontre de chefs originaires des 3 communautés les plus emblématiques des États-Unis, asiatiques, afro-américaines et mexicaines. Auprès d'eux, je vais découvrir combien la cuisine peut être un trait d'union entre les hommes et une ode à la tolérance. Mon voyage commence ici, à San Francisco. La ville des chercheurs d'or, des hippies et de la mythique Silicon Valley. Une ville cosmopolite, célèbre pour ses ponts iconiques, le Golden Gate et le Bay Bridge, pour l'ancienne prison d'Alcatraz, ses maisons victoriennes colorées, ses tramways et ses nombreuses collines découpées de rues en pente, comme la fameuse Lombard Street. San Francisco abrite également au nord-est de la ville le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord, l'un des plus grands au monde, Chinatown. Avec ses 100 000 habitants, le Chinatown de San Francisco est devenue la plus importante communauté chinoise hors d'Asie. Une forteresse, certes, mais bien moins hermétique qu'elle n'y paraît, à condition d'avoir le bon guide. Ici, nous sommes donc à Chinatown, et c'est un lieu très historique. C'est vraiment ici que sont arrivés les premiers immigrants chinois en Amérique. Et donc, c'est ici que s'est créé le cœur de notre communauté. Brandon Zhu, franciscanet d'origine chinoise, a décidé d'ouvrir un restaurant néo-cantonais gastronomique au cœur de Chinatown. Après quelques années de travail acharné, Brandon a fini par décrocher une étoile au guide Michelin, devenant ainsi le seul restaurant chinois étoilé des États-Unis. Chinatown, à l'origine, ressemblait à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a des choses qui ont changé et d'autres qui n'ont pas bougé. Difficile à imaginer, mais à la fin du 19e siècle, ce quartier était insalubre et dangereux. On venait se perdre dans Chinatown pour ses jeux d'argent, ses filles de mauvaise vie et ses bars à opium. En 1906, un tremblement de terre, suivi d'un gigantesque incendie, réduit à néant ce quartier rouge. Avec cette catastrophe, les autorités ont enfin un prétexte pour déloger cette communauté qu'ils surnommaient le cancer de la cité. En tant que communauté, nous avons vraiment dû nous accrocher. Nous avons dû faire face à beaucoup de racisme, de persécutions.
nous opposer à des personnes qui essayaient d'expulser la communauté chinoise. Pourquoi ça a été si dur de s'intégrer? C'est évidemment quelque chose de très courant ici aux États-Unis, mais en fait, un peu partout dans le monde. La plupart des gens pensent que l'endroit où ils vivent leur appartient. C'est donc très difficile pour ces personnes de partager avec les autres, de céder ou de perdre de l'espace, ou encore d'avoir autour d'eux des personnes physiquement différentes, de les intégrer, de les accepter. Après le drame de 1906, les leaders de la communauté chinoise vont alors avoir l'idée de reconstruire Chinatown. Mais dans un autre style, afin de séduire les touristes. Une esthétique valorisante, mais quelque peu caricaturale, qui s'est ensuite répandue dans tous les quartiers chinois d'Occident. Évidemment, on n'a pas reconstruit Chinatown exactement comme elle était à l'origine. Ici, en fait, ce n'est qu'une réplique. Mais elle est la représentation de l'Amérique chinoise depuis des siècles. Et cela montre aussi surtout qu'une communauté peut réussir. Chinatown perdure, mais derrière les façades colorées se cache une sombre réalité. La densité à Chinatown y est 7 fois plus élevée que celle de San Francisco, et la population y est de loin la plus âgée de la ville. Ici, vous pouvez voir le genre d'établissement dans lequel la majorité des habitants de Chinatown continuent de vivre. C'est une sorte d'hôtel meublé, très bon marché, conçu à l'origine pour les ouvriers. Ce sont des chambres ou des appartements d'une seule pièce et ça fonctionne un peu comme un dortoir. Mes grands-parents ont commencé leur vie américaine ici, dans cet immeuble. Ils sont venus vivre ici, en particulier? Oui, dans celui-ci en particulier, oui. Vous savez, pour moi, c'est très important de se rappeler d'où l'on vient. C'est ton histoire, quelque part. Oui, exactement. La nouvelle vie de mes grands-parents a commencé ici. Et quand je vois cet endroit, je me dis qu'il représente tout ce dont ils rêvaient. Ils sont venus ici, en Amérique, pour avoir une chance de réussir. Voilà pourquoi les États-Unis comptent autant pour les immigrants. C'est la terre de tous les possibles. Même pour ceux qui rêvent un jour d'avoir une étoile au guide Michelin. Et tu peux avoir ta chance, en fait. Et oui, exactement. Brandon tient à me montrer à quel point ce quartier est une véritable ville à l'intérieur même de San Francisco. Une ville avec ses codes, ses rites et ses habitudes culinaires bien éloignées de l'Amérique high-tech et de la proche Silicon Valley. Je vous présente Madame Chao, qui vient de Hong Kong. Elle va vous faire tester tous nos plats. J'aime tout. Oui, allez, vas-y. On mange en direct, là. On mange au comptoir. C'est que du fait maison. Ouais, tout est fait ici. Ouais. Tous ces plats sont authentiques. Et 99% des gens les aiment. Waouh. Ah, voilà. On a de partout. Oh, c'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est? Mooncake. Mooncake. Wow. Yes. It's good. I'm lucky. Je suis chanceux. Ce quartier, ses habitants et ses innombrables échoppes sont une véritable source d'inspiration pour Brandon, dont la spécialité est de réinventer les classiques chinois avec une touche américaine, comme un pont entre ces deux mondes. Son plat signature est le canard laqué, que je vais avoir l'honneur de préparer avec lui. Un grand classique de la gastronomie chinoise, associé à des produits locaux californiens. Le tout cuisiné avec une grande technicité. Voilà. Super, pour que ça soit bien tendu.
Ouais, il faut mettre les baguettes ici. Ça permet de plus écarter les ailes afin que la chair puisse sécher en dessous. C'est mon petit secret pour en faire une pièce d'exception. La viande va devenir vraiment croustillante ici. Et tu imaginais un jour que tu aurais une étoile au guide Michelin dans ton restaurant et tu serais le seul à l'avoir? Non, je pensais vraiment pas que nous serions les seuls. Mais ce que je voulais d'abord, c'était que ce restaurant attire de nouveau les clients à Chinatown. Je voulais être ici pour que les gens redécouvrent ce quartier. Je suis très fier de la cuisine chinoise. Et j'ai toujours voulu que les gens l'aperçoivent différemment, ici en Amérique. Parce que j'adore cette cuisine et je pense qu'elle mérite une meilleure opinion. Je représente Chinatown, mais surtout, je suis le symbole de la cuisine chinoise en Amérique. C'est beaucoup de pression pour toi? Eh bien, oui, parfois ça peut vraiment ressembler à ça. Parfois c'est nécessaire, on a besoin de pression. Ah, mais c'est bon ça, mais c'est bon la pression, il faut la pression, bien sûr. Ça fait progresser la pression, c'est bien. Quelle température le four? 180 degrés pour environ 17-18 minutes. Et ensuite, je le basculerai dans l'autre four à 230 degrés pendant 7 ou 8 minutes. Ok. Pendant que l'ingrédient fétiche de Brandon dort au four, on s'attelle à la confection d'un autre classique de la cuisine chinoise, les nouilles de riz. Tu as appris avec un grand chef? Oui. Oui, l'une serait ma grand-mère. Mais j'avais aussi un mentor qui m'a appris à faire des nouilles italiennes. Et je le considérais vraiment comme un maître. Son nom était Michael Tusk. Il m'a appris à préparer des pâtes fraîches. Et j'ai également suivi une formation en Italie. Et j'ai vu à quel point les Italiens étaient fiers de préparer leurs pâtes. Et puis j'ai réalisé que les Chinois adorent aussi les nouilles. J'adore les nouilles. Oui, moi aussi, j'adore. Et qu'il y avait aussi en Chine cette immense tradition de fabrication de nouilles que je voulais apprendre. En tout cas, je suis content de faire ça avec toi pour la première fois. C'est un honneur. Tu sais, c'est un plaisir. Comme ça? Ok. C'est la manière traditionnelle quand même de faire les noodles? En général, dans la méthode traditionnelle, les nouilles sont découpées dans la longueur, un peu comme dans la cuisine italienne. Puis on les cuit. Mais les rouler de cette façon, c'est quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est assez unique. Ok. Ouais, ça commence à être pas mal. Aujourd'hui, j'essaie d'utiliser un maximum d'ingrédients qui sont présents dans la baie de San Francisco, comme du crabe, des artichauts, des avocats. Pour moi, l'avenir de la cuisine sino-américaine repose sur le fait de valoriser ces produits américains et de trouver une façon de les sublimer avec des techniques chinoises. Tu fais une synthèse à la fois de tes origines, du pays où tu es, des produits que tu peux trouver autour de chez toi, et une fois de plus, ta façon de faire. C'est tout à fait ça. La cuisine sino-américaine est vraiment unique. Cette façon d'utiliser des produits américains avec des techniques chinoises a créé une cuisine à part entière. Ok. Et je pense que c'est ça l'évolution. Et personnellement, c'est ce qui m'excite. Le parcours de Brandon, cette success story à l'américaine, reste néanmoins à part. Depuis l'arrivée des premiers immigrants chinois, la communauté asiatique n'a jamais cessé de lutter contre les préjugés et les stéréotypes.
je laisse derrière moi les élégantes lanternes de Chinatown pour m'enfoncer dans les artères plus populaires de Richmond District, situé à l'ouest de la ville, l'un des quartiers les plus diversifiés de San Francisco. Une autre saveur de la Californie m'attend ici. Je retrouve Chino, un restaurateur sino-américain, mais aussi rappeur. Chino utilise sa cuisine et sa musique pour donner une voix à la communauté chinoise. Très bien. Hey, salut, ça va? Et tu écris et tu composes? Oui, tu sais, tu dois écrire ton propre rap. Moi, mon style, c'est de mélanger le chinois et l'anglais. Alors, tu es chinois, il est afro-américain. La musique, c'est un peu comme la cuisine, c'est un moyen de lier, de souder les gens entre eux. Oui, absolument. Je crois vraiment que la musique et la cuisine forment un duo parfait. Tu sais, il peut y avoir des différences dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de politique, de religion ou autre. Mais tout le monde se réunit autour de la nourriture ou de la musique, quelles que soient les différences. Je crois que ce sont les deux choses les plus puissantes qui possèdent le pouvoir d'unir les gens et non de les diviser. Ouais, absolument. C'est bien. J'ai grandi dans un quartier difficile du sud-ouest de San Francisco, qu'on appelle le Baby Hunts Point. J'étais le petit gamin chinois dans un quartier majoritairement afro-américain et chinois. Et en tant que jeune chinois dans le quartier, j'ai souvent été victime d'intimidation de la part des autres gamins. Mais un jour, ma grand-mère, qui préparait de la nourriture chinoise à tous nos voisins, en a donné aux enfants qui me harcelaient. Et cela a tout changé. Grâce à elle, grâce à sa cuisine, j'ai obtenu un laissez-passer et j'ai finalement été accepté. Je n'étais plus le petit nouveau. Donc c'est grâce à ta grand-mère que tu as réussi à être intégré par le voisinage et à travers la nourriture finalement. Et est-ce que tu penses que c'était plus facile avant de s'intégrer ou maintenant? Je crois qu'il était beaucoup plus facile de s'intégrer dans la société à l'époque. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, les gens prennent position et se divisent bien plus vite et bien plus violemment qu'autrefois. Ah ouais. Et est-ce que tu sens ces tensions à ton niveau? Oui. J'ai le triste record du plus grand nombre de cambriolages. 9 en 4 ans. Waouh! 9 fois. J'espère vraiment ne pas en avoir un 10e. La Californie a une longue histoire de racisme anti-chinois. Tout débute avec l'afflux de migrants asiatiques attirés par la ruée vers l'or et les opportunités d'emploi sur le chantier du chemin de fer transcontinental au XIXe siècle. Cette main-d'œuvre bon marché s'attire violence et discrimination. En 1882, une loi va même interdire l'immigration chinoise pendant plus de 60 ans. Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a ravivé ces sentiments, entraînant une recrudescence du racisme anti-chinois en Californie. Ted et Catherine, vous êtes un si beau couple. Merci. Pendant le Covid, il y a eu une vraie montée de la haine contre les Asiatiques. Pourquoi? Au début, quand tout a commencé, on a continué à travailler, on ne lâchait rien. Les entreprises asiatiques étaient toujours en activité. Mais Trump a commencé à nommer ce virus le virus chinois. Et les médias l'ont relayé. Et là, la chasse aux Asiatiques a commencé. Certains ont commencé à vouloir s'attaquer aux personnes les plus riches de notre communauté. Et puis aussi aux personnes âgées. Ils disaient qu'il fallait les pousser, les frapper, les agresser, voire pire. C'est vraiment Donald Trump qui a contribué à cette haine.
Et il vous a rendu responsable, en fait, de ce qui se passait, c'est ça? Trump? Oui, exactement. Et lui aussi doit être tenu responsable pour ses déclarations racistes. Tous ces préjugés sont profondément ancrés dans notre société aujourd'hui. Et nous, on a tendance à toujours rester en retrait, à garder la tête basse. Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Tu as souffert de ça, hein? C'est une trace qui va te rester à vie, j'ai l'impression. Faire face au racisme fait partie du parcours de chaque immigrant dans ce pays. On est tous automatiquement catalogués comme étant différents. C'est pas facile et il ne faut pas laisser les autres profiter de ta gentillesse. Nous sommes des Chinois américains et ça, c'est quelque chose dont on peut être fier. Moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est que mon fils soit fier de son identité, fier d'être un Chinois américain. C'est bien. Bravo. 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 Après m'avoir ouvert les portes de son studio et de son quartier, le chef rappeur Chino m'emmène découvrir sa cuisine familiale où il exprime avec autant de ferveur son identité. Dans quelques heures, Chino va monter sur scène. Mais il ne va pas se contenter de chanter. C'est aussi lui qui va nourrir son public. Et je vois qu'il orchestre ses saveurs comme il compose ses morceaux, avec énergie, fierté et détermination. D'accord, d'accord. Allez, on va couper ça. On va hacher une partie du chou. C'est quoi ça? Un plat classique du restaurant? Oui, le shao mai est un classique de la cuisine chinoise. J'en vends environ 100 à 200 par service. Et le week-end, même un peu plus de 200. Ah ok, d'accord. Ouais. C'est beaucoup quand même, hein? It's okay? Wow. Est-ce que c'est salé? Oui, mais pourtant je n'ai pas rajouté de sel. Perfect, hein? Oh là là! Yes. C'est parfait, hein? Exactement. Encore quelques essais et je t'embauche. Les plats sont chargés. Direction la banlieue de San Francisco. Quelques hangars, puis une scène. Mesdames et messieurs, voici un batteur. Mais c'est surtout un chef mondialement connu. Je vous demande de faire du bruit pour le chef Philippe. Merci. C'est la première fois que tu te produis devant une audience sino-américaine? Oui, c'est une première, j'ai la pression. C'est difficile pour moi. Alice, tu laisserais ta place pour que le chef s'accorde, pour qu'on joue tous ensemble? Je veux que toutes les jolies filles du public fassent un peu de bruit pour lui. Je veux que les belles filles fassent du bruit. Dealing with the issue, dealing with the marriage. I didn't understand how to love a woman. What's the man? What's the definition?
Could I be your best friend? Take it to the very end. 我想要陪你走到最后，每次吵架的时候，我总是在最后感谢上帝，你总是给我。I just wanna make it through the night. Je laisse derrière moi San Francisco, Brandon et Chino. Tous deux cultivent une vision commune, celle d'unir les traditions chinoises aux aspirations américaines, pour s'intégrer sans se perdre ni oublier ses origines, avec la gastronomie comme lien. Je roule maintenant vers le sud, sur la mythique route Number One, l'une des plus belles des États-Unis. À ma droite se déploie le Pacifique. Cette route est un trait d'union entre une Amérique démesurément urbaine et celle des grands espaces. « 600 km séparent San Francisco et Los Angeles, ma prochaine étape. Mais avant d'y arriver, impossible de passer à côté de quelques spots mythiques. Point Lobos, Bixby Creek Bridge, Big Sur. Des décors de cartes postales défilent. Une station-service perdue. Des puits de pétrole à perte de vue. J'ai l'impression d'être au cœur d'un grand film américain. J'arrive enfin à la légendaire Cité des Anges, Los Angeles. La ville tentaculaire s'étend à perte de vue sur plus de 60 km. Des plages dorées de Venice Beach, aux collines d'Hollywood, des avenues bordées de palmiers de Beverly Hills, au quartier animé de Downtown. Ici, le glamour et la décadence côtoient l'authenticité et la diversité, créant une atmosphère unique, électrique. Pour découvrir cette ville bien loin de ses clichés, je pars retrouver la chef Alyssa Reynolds. Cette femme est bien plus qu'une chef, elle est une véritable combattante. Dans ce petit restaurant de quartier, Alyssa ne se contente pas de préparer des plats délicieux, reflet de ses racines afro-américaines. Elle défend une cause, convaincue que la nourriture a le pouvoir de changer des vies. C'est dans cet esprit de solidarité qu'Alyssa m'amène vers Skid Row, non loin de Downtown. Je te promets, je ne vais pas conduire comme une folle. J'ai un peu la réputation de conduire n'importe comment. Mais là, je vais faire attention. On va rester prudent, ok? Eh, t'as bien ton permis? Non, non, je ne l'ai plus. On me l'a retiré. Los Angeles est une ville de contraste, où environ 40 milliardaires, dont des figures emblématiques comme Elon Musk et Jeff Bezos, vivent aux côtés de milliers de sans-abri.
Oui, ce sont eux. Jacqueline Norvel, surnommée la Brown Bag Lady, a commencé seule en 2014 à servir quelques repas, des produits d'hygiène et des vêtements pour apporter un peu de dignité et de réconfort à ceux qui vivaient dans la rue près de chez elle. Jackie! Allez! Nous sommes là. Formidable, formidable, merci. Hello, Jacqueline. Bonjour Jackie, Merci d'être venu, merci. tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, j'apprécie. C'est un plaisir. Tu peux te mettre là-bas. Hi. Morning. Jacqueline, comment tout ça a commencé? Honnêtement, c'était un vendredi soir. J'étais partie pour un match des Lakers, c'était l'hiver, et on devait traverser la ville. Et c'est là que j'ai vu des gens blottis les uns contre les autres autour de barils de détritus en feu, essayant de garder leurs mains au chaud. Voir ça, ça m'a beaucoup perturbée. Alors je suis retournée au bureau et j'ai raconté à tout le monde ce que j'avais vu. Je leur ai demandé de me donner $20 par mois pour faire des sandwichs pour les distribuer. Et puis j'ai pris une partie de mon bonus de Noël et j'ai préparé 70 repas pour la première fois. Et j'ai apporté ces repas et tout est parti en 10 minutes. Tu sais, ça touche ton âme. Alors tu peux pas le faire qu'une seule fois par an et ne plus revenir. Je viens donc le premier dimanche de chaque mois depuis 10 ans. Quand nous arrivons, la file d'attente fait le tour du pâté de maison. Et nous avons aussi des barbiers. Nous offrons des coupes de cheveux gratuites et on aide aussi maintenant les enfants abandonnés. Ils pourraient finir ici, tu sais. Mais surtout, ces enfants, quand ils sont placés, ne peuvent plus voir leurs frères ou sœurs qu'une fois par an. Alors chaque été, nous les emmenons faire du camping avec leurs frères et sœurs pendant une semaine. Et ça, c'est vraiment génial. C'est la chose la plus incroyable à faire. On fait juste ce que l'on peut autant que l'on peut. Ici, ce sont des gens normaux qui viennent et qui agissent. Progressivement, son projet a pris de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux et aux bouche à oreille. Aujourd'hui, elle est aidée par de nombreux bénévoles et offre des centaines de repas par mois. Et tu as l'impression que ça s'améliore ou c'est de pire en pire? Franchement, je ne peux pas dire que j'ai vraiment vu de grands changements en 10 ans. À Hollywood et dans les autres quartiers chics, ils essaient de débarrasser les lieux des sans-abri qui migrent tous vers l'Est. C'est pour cette raison que le quartier de Skid Row est complètement débordé par les sans-abri. Cette réalité, je me la prends en pleine face. L'engagement de Jacqueline me bouleverse au plus profond de moi. Ah ouais, j'espère que... I hope with my cream, J'espère qu'ils aimeront ma crème. it's gonna be all right. Oui, c'est merveilleux. Je vais aller le manger là-bas. Goûte ça, goûte ça. C'est délicieux. Ça me transporte. Je parle français maintenant. Tu es ici avec les vrais gens. Tout vient de là. En voyant ça, les gens vont forcément pleurer. Une autre forme de précarité s'abat sur la société américaine, les déserts alimentaires. Aujourd'hui, plus de 20 millions d'Américains doivent parcourir près de 5 km pour accéder à des fruits et des légumes frais, souvent hors de prix. Alors que la vente à emporter est tellement plus facile d'accès. Les fast-foods sont partout et proposent des menus à $5.
Et ces déserts alimentaires touchent d'abord les zones urbaines les plus déshéritées. Et tu as pris conscience de cette situation il y a longtemps déjà? C'est notre réalité. Si vous êtes un noir américain, cela a toujours été une réalité. Car lorsque les gens luttent pour survivre, parfois la nourriture reste la dernière chose qui rassemble tout le monde. Et je crois que nous perdons ce lien. Nous ne prenons plus le temps de dîner ensemble, en famille. On n'échange plus autour de la table, on ne va plus au jardin, on ne connaît plus le nom des légumes. Parce que dans de nombreux quartiers, il n'y a plus que des fast-foods. C'est vrai que la cuisine, le repas en règle générale est un lien social qui est extrêmement fort, qu'il soit familial ou même avec les autres gens. Donc c'est vrai que ça a une importance extrêmement forte. Nous partons rejoindre Jamaya Asente, un fermier urbain qui a pour seule arme sa pelle et son râteau. Dans l'empire de la restauration rapide, il mène une rébellion par les fleurs, les légumes et les fruits. Hey. Oh. Je suis heureux de te revoir. Bonjour, enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah, c'est un fruit de la passion, ça. Ce beau fruit de la passion qui vient de tomber. Ah ouais? Je vais l'ouvrir pour vous. J'adore ça. Je vais le couper ici. Il est magnifique. C'est un fruit de la passion californien. C'est bon. Très très bon. Donc ça, c'est un fruit de la passion qui a poussé en plein centre de Los Angeles. Oui. Et tu as toujours fait ça? Non, j'étais trader à la bourse et chasseur de tête. J'étais dans la finance et les affaires. Mais alors pourquoi tu as fait ça alors? J'ai 2 filles. Et ma première fille, quand elle est née il y a 7 ans, m'a fait réfléchir différemment face à la nourriture. Je me suis demandé, qu'est-ce que je dois lui faire avaler pour qu'elle reste en bonne santé? Alors, je me suis mis à cultiver notre propre nourriture. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai récolté plus que ce que j'imaginais. Alors, nous avons créé ce que j'appelle les micro-fermes urbaines. Les amis, je dois y aller. Je te vois demain? Je risque de me faire gronder, donc je vous laisse. D'accord. À demain. Merci, à demain. Alissa me laisse entre de bonnes mains pour partir préparer son service du soir. Je te suis. Allez. Allez au boulot. Ces aubergines poussent, mais tout ce qui est jaune ne se développe pas comme il faut. Ah ouais, ok, il faut les enlever, d'accord, ok. Yes. Ce qui est d'accord, ouais, ok. Et combien de variétés de légumes tu as dans le jardin? On cultive ici environ 300 plantes et 70 espèces. Ah, d'accord. Donc c'est 70 variétés différentes. Ouais, oui. Ça. Ah ouais, ouais. Cet endroit est très relaxant. Mais elle vient d'où cette eau? Toute l'eau nécessaire vient de la pluie qui tombe directement sur la ferme et reste stockée sous terre. Où? Elle est juste en dessous de nous. Ok. On ne peut rien voir. L'eau est simplement dirigée dans cette plateforme souterraine via les gouttières et la terre qui est perméable. Quand il pleut, ça pénètre à l'intérieur? C'est ça. Et ça fait un cercle comme ça, un circuit fermé en fait? C'est ça, ça reste toujours ici. Ah oui, comme ça finalement tu n'utilises pas d'eau courante, d'eau de la ville, c'est l'eau naturelle, pas de gaspillage. Et il pleut combien de fois à Los Angeles par an? À Los Angeles, il ne pleut que 2 fois par an. Généralement 1 fois en été et 1 fois en hiver. 2 fois par an? 2 jours? Oui, on capte bien l'eau pendant 2 jours, du moins ces 2 dernières années. On doit toujours être prêt. Mais tu as assez d'eau pour cultiver ton jardin pour toute l'année, seulement avec 2 jours de pluie par an?
Tu as assez d'eau pour cultiver tout ça? Oui, on peut cultiver tout ce qui est là grâce à ce système de recyclage de l'eau. On pompe l'eau aux racines, elle redescend, on la repompe et ça continue comme ça. L'eau ne s'évapore presque jamais, ni ne se salit, et tout reste sain. Magnifique, c'est super. Pratiquement chaque centimètre carré de cet endroit est utilisé pour faire pousser de la nourriture. On nourrit maintenant 75 familles chaque semaine. Et si tout le monde s'y mettait, avec 400 jardins similaires à Los Angeles, on pourrait nourrir 50 000 personnes. Est-ce que c'est le plus grand jardin de Los Angeles? Je ne pense pas, mais on est sûrement les plus productifs. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Merci. Superbe. Une douzaine de nouveaux potagers urbains sont en projet à Los Angeles. Une protestation pacifique à travers le jardinage pour offrir à tous le goût des légumes frais. Une ambition qui résonne également dans le restaurant d'Alyssa. Son outil à elle n'est pas le râteau, mais la puissance d'une cuisine afro-américaine imprégnée par la soul culture. Ça sent bon le homard. On utilise des arêtes de homard et des crevettes. Mais c'est quoi exactement la soul food? Pour moi, la soul food, c'est une cuisine profondément ancrée dans l'histoire de l'esclavage. Tous ces plats ont vu le jour à une époque où les esclaves devaient élaborer des plats avec ce que leur maître leur fournissait. Au fil du temps, ces recettes ont évolué, mais continuent d'être préparées aujourd'hui. Tout comme notre musique qui parle de nos âmes. Ah, et donc tu me disais que là, en fait, ça vient, cette soul food, elle vient des esclaves. C'est un peu comme la soul music. Soul music? Oui, la musique est pleine de créativité, tout comme notre cuisine. Ça vient du cœur. Voilà. Quand tu es dos au mur, tes recettes naissent par nécessité. Ils n'avaient pas cette chance de dire « Tiens, je vais aller chercher ça à l'épicerie ». Non, tu fais avec ce que tu as, c'est tout. Et de la créativité naît la beauté. Soit tu es créatif, soit rien. C'est la meilleure. C'est la meilleure cuisine. Exactement. Instinctive, c'est une cuisine instinctive qui vient du cœur. C'est ça. C'est simple. J'aime l'ail. J'aime l'ail aussi. On fait notre propre sauce au fromage. Et après ça, Du fromage, bien sûr. J'adore le fromage. Alors ça, c'est un macaroni cheese. C'est un grand classique de la cuisine américaine, non? Oui, exactement. Tu sais que ce plat a été introduit par un des premiers chefs noirs en Amérique, formé par Thomas Jefferson, l'un des premiers présidents américains. Ce chef était un esclave. Il a été envoyé à Paris pour apprendre à cuisiner. De là, il a ramené des techniques françaises. Il a aussi introduit les meringues en Amérique. Beaucoup de ces plats, comme le macaroni au fromage, tirent leurs origines de cette période. Mais personne ne connaît vraiment son histoire. Oh là là, incroyable. Son nom était James Hemings. La sauce au fromage contient 5 fromages. Havarti, Fontine. Prépare les patates douces. Havarti, Fontine, parmesan, Gouda. Ah, je sais. C'est bon, hein? I love cheese. J'aime le fromage. J'aime les pâtes. I love pasta, macaroni. Moi aussi. I love shrimp. Alors, dans cette assiette, il y a tout ce que j'aime. Ah merci. Ah merci, j'adore. Merci beaucoup. Quelles que soient leurs origines,
Chino, Brandon et Alyssa m'ont tous impressionné par la fierté qu'ils portent à leur héritage culturel. Décidément, l'Amérique, loin d'être uniforme, est une vraie mosaïque vibrante où chaque communauté trouve sa place et participe à la richesse collective. On a dark desert highway, cool wind in my head. Je quitte les paysages urbains de Los Angeles pour les vastes étendues de la Californie méridionale. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Je poursuis ma route plein sud, vers la frontière mexicaine. Such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Un diner typique, Anytime un burger sur le pouce. you can find Je ne pouvais échapper à cette escale gastronomique obligatoire aux États-Unis. Definitely twisted. She's got the Mercedes Benz. She's got a lot of pretty, pretty boys. Bientôt se dévoile devant moi la mythique San Diego, dernière grande ville de l'Ouest avant le Mexique. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So San Diego est le berceau d'une culture singulière appelée Cali Baja. Elle s'exprime dans l'architecture, la musique, le street art, mais surtout la gastronomie. welcome to the Hotel California. Qu'est-ce que tu me recommandes? Tu peux prendre des tacos à l'avocat, ils sont délicieux. Tu peux y mettre de la langue de bœuf, du porc ou de l'agneau. Et qui mieux que Claudette Zepeda Wilkins pour m'en imprégner? Cette double culture, Claudette l'a dans la peau. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners. Alors qu'est-ce qu'on a là? Avocat, porc, une crème très savoureuse et pas épicée. Ok. Alors, on commence par quoi? We begin? On commence par celui-là? On peut commencer par celui-là, c'est mon préféré. Lequel? Celui à l'avocat. C'est ton préféré? Comment tu définirais ce genre de repas? C'est vraiment le plat ordinaire du quotidien. Ça ne coûte presque rien, c'est vraiment accessible. Où que tu sois, tu peux venir ici. On peut y voir vraiment tout type de gens. Des plus huppés aux travailleurs les plus précaires. Donc, si je comprends bien, ce sont des plats qui rassemblent tout le monde. Il n'y a pas de niveau social, en fait. C'est ça, hein? Ok. Santé. Santé. Ouais. Je mange, je déguste. C'est relevé, hein? Spicy a little bit. Ah, c'est un peu relevé quand même, hein? Non. Non, tout va. Quelle est ta relation avec San Diego? Toute ma famille, du côté de ma mère, vit à Tijuana. On a traversé la frontière dans les années 90 pour venir à San Diego. C'est la ville où j'ai connu les plus doux et les plus douloureux moments de ma vie. C'est là que mes enfants sont nés, mais c'est si différent de vivre à la frontière. On se sent mexicain avant tout parce qu'on est tellement proche du pays voisin, de la maison, du Mexique. C'est pour ça que je me considère comme une enfant de la frontière. C'est vraiment la dualité de ma vie, vivre avec cette frontière. C'est quoi Border Kids? C'est littéralement avoir un pied dans chaque pays. Tu vois cette table? J'ai un pied ici, à Mexico, et ici, c'est les États-Unis. Et je dois toujours danser entre les deux. Ouais, entre les deux, d'accord, ok. Souvent, quand on vient d'un pays avec des origines, c'est souvent difficile de se faire accepter. Par exemple, quand tu as des origines mexicaines et que tu vas à San Diego, et inversement, quand tu vas à Mexico, t'es pas vraiment mexicaine puisque tu vis à San Diego.
Donc, Ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez, même dans ma propre famille. Ceux qui n'ont jamais émigré, ils m'appellent la gringa ou d'autres petits noms péjoratifs pour me rabaisser. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait de la peine. oui, tu dois te justifier. C'est dur pour toi, en fait, de te justifier. Parce qu'au fond de toi, t'es vraiment une Mexicaine. Oui, oui. Claudette est donc une enfant de la frontière et continue de naviguer entre ces deux mondes. Régulièrement, elle retourne sur ses terres d'origine pour ne jamais perdre ce lien si intime, pour toujours s'imprégner de son atmosphère vibrante et imaginer de nouvelles recettes. Tu fais ce trajet souvent? Oui. Je venais bien plus souvent avant le Covid, quand j'avais mon restaurant. Peut-être 3 fois par semaine. Maintenant, je dirais que je n'y vais que quelques fois par mois. Ici, le Mexique est littéralement au bout de la rue. Et dans ce sens, la traversée est quasi instantanée. Donc là, c'est la frontière. C'est la frontière. C'est là que commence notre héritage. J'ai à peine le temps de réaliser que nous basculons dans un autre pays. Donc là, maintenant, on est au Mexique. On est au Mexique. Bienvenue. Gracias. Merci. Ça te fait encore quelque chose de traverser la frontière? Oui, j'ai toujours des papillons dans le ventre. Je suis excitée, je sais jamais ce qui va se passer. Là, on arrive au marché, alors. Bienvenue. Ok. Ah, c'est un grand marché. À chacune de ses venues à Tijuana, Claudette ne manque pas la visite du Mercado Hidalgo, Je suis trop contente. qui lui offre des fruits, légumes, épices, piments, sucreries, 100% mexicains indispensables à sa cuisine de Border Child. Là, je sens, ça a l'air bon, ouais. Non, je vais pas goûter. Ça fait pleurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour son restaurant qu'elle vient s'approvisionner, mais pour une cause qui lui tient à cœur. Chaque année, des milliers de migrants tentent de traverser la frontière pour rejoindre la terre promise américaine. Une poignée y parvient. Les autres errent, démunis dans les rues de Tijuana et ses environs. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Et l'élection de Trump ne va sans doute qu'aggraver cette situation déjà si précaire. L'association Tijuana Sin Hambre, à qui Claudette vient régulièrement prêter main forte, vient en aide à ces milliers de migrants en fournissant, entre autres, des repas chauds, avec en plus de la dignité, de l'espoir et une profonde humanité. Le bonjour mexicain. Mexican welcome. Un accueil mexicain. J'aime beaucoup le Mexican welcome. Maintenant, allons-y, je veux te présenter à Vero. Ok. C'est la directrice de la fondation. Vero, tu es prête? Bonjour, bienvenue. Allons cuisiner. Ah, d'accord. Bon, mais... Donne-moi ton sac. Ah, c'est nécessiteux. On en a besoin. Il faut le mettre. C'est important de le mettre pour travailler. Para mí, antes trabajar. Combien de repas vous faites par jour? Environ 3100. 3100. Waouh! Et tous les jours? Tous les jours, du lundi au samedi. Du lundi au samedi, d'accord. Pas le dimanche. Non, le dimanche on dort. Non. Punaise, c'est incroyable. Incroyable. C'est pas des petites quantités quand même, hein? Waouh! Tu as toujours été cuisinière? Oui, toujours. J'avais depuis 12 ans un stand de tacos. Et au moment de la pandémie, j'étais dans le besoin. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'association Tijuana Sin Hambre. Ah, d'accord, donc tu étais dans le besoin et tu es venu ici dans ce centre pour pouvoir te nourrir. Oui, ça a été un moment très dur dans ma vie. On n'avait pas de quoi se nourrir. Pendant la pandémie,
je n'avais plus aucun espoir. Je me suis donc rapprochée de l'association et comme j'ai été cuisinière, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Et ça a changé ma vie. Maintenant, c'est moi qui offre de la nourriture aux gens, alors qu'avant, j'étais dans cette situation d'extrême pauvreté. Car on n'avait plus rien à manger. Aux côtés de Véronica, une équipe de 6 personnes, qui, comme elle autrefois, étaient dans le besoin. Je suis estomaqué par leur abnégation. J'aimerais moi aussi faire quelque chose. J'aimerais faire un dessert pour les enfants. Il souhaite faire une mousse au chocolat. Oui, oui, oui. Allons-y. On y va. Ouais? Allez. Alors, je vais prendre du matériel. Merci infiniment. Une simple mousse au chocolat, un peu de douceur, pour les nombreux enfants démunis de Tijuana. Tu sais, ces enfants que l'on reçoit, ils ont souvent le visage ravagé par les blessures, des traces de balles sur tout le corps. Alors on leur donne de la nourriture, mais on ne leur sert pas seulement une simple assiette. On leur offre avant tout de l'amour. Ils savent qu'ils peuvent compter sur Tijuana Sin Hambre. On sera là pour eux tous les jours. Ça me touche énormément, ce que tu dis. Tu as été dans le besoin et aujourd'hui, tu donnes aux autres le peu que tu as, en fait. Tu as pas grand-chose, mais tu le donnes. Et je trouve ça admirable. Voilà. Et tu es pour moi un exemple pour beaucoup de gens, je pense. Et on devrait tous faire ça, en vrai. Malheureusement, on y pense parfois et puis on ne prend pas le temps ou pour X raisons, on ne le fait pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une action qui est très honorable et qui est formidable. Voilà, je ne trouve pas mes mots parce que c'est extraordinaire ce que tu fais, en fait. Oui, mais tu sais, c'est juste normal pour moi. À l'époque, avant d'arriver ici et là, mon père était malade et je n'avais pas les moyens de lui acheter de la nourriture ou des médicaments. Nous sommes arrivés ici le 22 décembre. Il a reçu un traitement et de la nourriture et tout ce qu'il fallait pour le sauver. Mais il est mort le 25. On était dans une extrême misère. On manquait d'argent. On pouvait ne pas se nourrir pendant des mois. Ils ont tout fait pour nous. Ils ont pris soin de nous. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ce qu'il faut que je fasse, aider les autres. C'est pour ça que j'ai fermé mon commerce et me consacre entièrement à la fondation. Je veux que personne ne soit abandonné. J'ai vécu cette expérience et je ne veux plus que quiconque souffre de la faim ou du manque d'argent. Bravo. 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 C'est super. Tu es une belle personne. Très belle personne. Il en faudrait plus comme toi. En ce bas monde. Vraiment, il en faudrait beaucoup plus. Et ça irait beaucoup mieux. Ouais, vraiment. Vraiment. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Très content. Hein? Véronica est une véritable source d'inspiration. Un être rare. Une femme qui déborde d'humanité, d'énergie, toujours tournée vers les autres. À table tout le monde! Avec le soutien et l'engagement de plus de 2500 bénévoles des deux côtés de la frontière, dont quelques grands chefs comme Claudette, la Fondation lutte contre l'insécurité alimentaire. Elle distribue ainsi plus de 3000 repas chaque jour aux personnes dans le besoin, dans les refuges et les orphelinats de la ville. Claudette tenait à ce que je voie cette réalité de mes propres yeux. The Wall d'un côté, El Murro de l'autre,
Ses premières fondations datent de 1994. Désormais, le mur s'étire comme un serpent géant depuis le Pacifique, sur une trentaine de kilomètres dans les Mesas du sud de la Californie. Et avec le retour de Trump à la présidence, le mur ne fera que s'étendre. Qu'est-ce que représente ce mur pour toi? Pour moi, tout ça représente beaucoup de haine et d'injustice. Je vois des adultes qui agissent comme des gamins. Je vois des hommes qui utilisent les gens comme des pions pour leur jeu politique. Comment peut-on infliger une telle souffrance à quelqu'un en le chassant de chez lui? Tout ici évoque la division et l'exclusion. Cette idée que certains ne peuvent pas entrer ici, ils ne sont pas les bienvenus, ils sont presque traités comme des animaux. Le mur incarne toutes ces idées représentant la haine. Ouais, c'est fort quand même. C'est vraiment fort, oui. Tu ressens de la colère? Non, juste de la tristesse. Ouais. Ouais, de la tristesse, de la désolation, ouais, d'accord. Et t'imagines ce qu'aurait pu être ta vie si ta mère était restée au Mexique? Oui, tout le temps. Je pense que ça aurait été une vie plus modeste. Cette vie n'aurait pas été mauvaise pour autant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait été radicalement différente. Je n'aurais sans doute jamais été chef. Donc pour toi, tu considères que tu as eu de la chance? Je dirais même que je suis bénie des dieux. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk. Inspiré par les histoires multiculturelles de Claudette, Alyssa, Chino et Brandon, je réalise que mon voyage culinaire a été bien plus qu'une exploration des saveurs, mais une véritable quête humaine pour mieux comprendre ces liens invisibles qui unissent toutes ces différentes communautés qui composent l'Amérique.